C'est toujours un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue dans cette session d'information. Voici les titres du journal. C'est la période des grandes vacances et bientôt les apprenants vont reprendre le chemin de l'école, mais pour les cours de remise à niveau. Ces cours de vacances sont-ils nécessaires pour la réussite de l'année scolaire? Réponse dans cette édition. Dans ce journal, nous parlerons également de l'avortement clandestin, toujours pratiqué malgré les nombreuses sensibilisations sur ses conséquences. Pour finir, nous parlerons de cet outil de maquillage que sont les faux cils, utilisés par de nombreuses femmes pour faire sortir leur beauté. Elles s'exposent aussi à de nombreux risques dont les détails sont à retrouver en fin d'édition. C'est une pratique au Bénin depuis plusieurs années. Les écoles organisent des cours de vacances pour préparer les apprenants à l'année scolaire qui va suivre. Même si certains n'y trouvent pas beaucoup d'intérêt, beaucoup sont ceux qui y participent. Le sujet a retenu l'attention de notre rédaction qui vous propose ce reportage. Justice Singbo, Paul Estessa aussi. Les cours de vacances, animés pendant la période de repos des apprenants, leur permettent de rehausser leur niveau et de mieux affronter la nouvelle année scolaire. Selon certains enfants rencontrés, les cours de vacances leur sont d'une aide importante. Je participe aux cours de vacances pour apprendre et mieux comprendre ce qu'on m'explique. Dans les fois où je ne comprends pas, je demande à mon maître et mon maître m'explique ça et ça devient très facile pour moi. Je viens aux cours de vacances pour mieux préparer la classe que je n'ai pas encore fait. À la fin des cours de vacances, je gagne beaucoup de choses et si je rentre en classe, je m'exprime bien, je fais bien des interrogations. Un cours de vacances pour bien travailler, pour apprendre et pour ne pas doubler la classe. Les cours de vacances, non, j'y vais pas. Parce que ma mère n'aime pas trop que j'y vais. Si les parents de Vodounou Fallon ne jugent pas ces cours de vacances importants, ceci n'est pas le cas chez Nobim Gildas. Les cours de vacances, c'est pour permettre aux enfants pendant cette période de congé de ne pas perdre le niveau qu'ils ont acquis au cours de l'année scolaire. Ça les permet, après la distraction, d'être un peu dans le bain des études. Voilà pourquoi nous les inscrivons aux cours de vacances. Mais il ne faut pas croire que les cours de vacances, c'est une panacée. Ce n'est pas parce que tu as inscrit ton enfant aux cours de vacances que pendant l'année scolaire, tu vas dire, bon, il a fait les cours de vacances. Les cours de vacances, c'est une aide. C'est une aide à l'enfant pour que lorsqu'il commence l'année scolaire qui suit, qu'il ne se perde pas. Donc, il revient aux parents et aux enseignants de continuer à bien les encadrer pour qu'ils puissent tenir au cours de l'année scolaire. Certains enseignants de l'école primaire publique Akpakpa Centre en disent plus sur l'importance des cours de vacances et les raisons pour lesquelles les enfants doivent y participer. Les cours de vacances sont nécessaires parce que les enfants pendant les vacances ils s'amusent beaucoup et il faut quand même maintenir le niveau. Et c'est pendant ces cours de vacances-là, on corrige encore le niveau des enfants, surtout en lecture et en écriture et les calculs. C'est vraiment important. Et nous constatons qu'au retour des vacances, les enfants ne prennent pas vite les passes, surtout certains enfants. Donc nous faisons les cours de vacances pour les renforcer, pour qu'au début de l'année, ils puissent se retrouver dans le programme et puissent avoir les moyennes qu'il faut. Adimou Achille notifie que les parents sont libres d'inscrire leurs enfants au cours de remise à niveau, car les vacances sont destinées au repos. Et ceux qui ne veulent pas envoyer leurs enfants au cours de vacances, ils ont choisi. Je ne vais pas trop les condamner. Les vacances, c'est pour se reposer. Les vacances sont peut-être une période de distraction, mais les enfants doivent retourner de temps en temps au cahier. Et nous poursuivons ce journal avec un autre élément. Parler de sexe avec son enfant reste un moment redouté par de nombreux parents. Pourtant, tous s'accordent sur son importance pour l'adolescent. Une bonne éducation sexuelle lui évite d'aller à la dérive et lui permet de prendre les décisions adéquates au moment opportun. Samirat Momoni et Melvina Chabi, à travers ce magazine, nous renseignent sur le comportement de certains parents sur le sujet. Suivez. Parler du sexe reste pour le moment un sujet délicat entre les parents et les enfants. L'éducation sexuelle transmet des valeurs et recommandations dès l'enfance en privilégiant la période de puberté et de l'adolescence. Si pour certains tout s'est bien passé avec les parents, d'autres n'ont pas eu cette chance. Dès mes premiers symptômes de puberté,
Mes parents déjà m'ont fait asseoir, m'ont parlé de tu es il y a une jeune fille, il y a des comportements que tu dois avoir et que s'il advienne que je suis prête déjà à m'engager dans les rapports, relations sexuelles, il faudrait que je me protège pour éviter ces maladies comme l'IST, le sida, les infections, etc. etc. Moi, j'ai eu un père strict, un père qui ne parle pas beaucoup. Je dirais que c'est la rue, surtout l'école aussi. Ce sont ces trois atouts qui m'ont aidé à comprendre ce qu'est l'éducation sexuelle. J'ai eu un père qui est très ouvert, qui parle beaucoup, et une mère aussi très ouverte. C'est eux qui m'ont le plus éduqué sur la sexualité. En plus de cela, il y a eu les camarades, les amis, ça ne manque jamais. Et à l'école, qui m'en parlent souvent. Et j'ai eu une éducation 50%, 50%. Une partie à la maison, une partie au dehors. Si l'éducation sexuelle est un devoir pour les parents, ils ne savent pas toujours comment s'y prendre. Le sexe, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un objet avec lequel on va jouer à tout âge, non. Mais il faut que d'abord les parents sachent que l'éducation sexuelle, c'est un devoir pour tous. Moi, je n'ai pas l'habitude de leur parler du sexe. Je me dis, bon ce n'est pas encore l'âge. Peut-être que là, je me trompe. Donc, parce que j'ai eu des réactions de l'un de mes enfants qui m'a vraiment posé une question, qui m'a dit, il faut faire attention, il faut commencer par brocher ces problèmes autour de ça avec les enfants. Il me demande, c'est un enfant de 4 ans, il me demande, puisque je savais qu'il n'est pas encore excisé, et je lui ai dit, dans 2 semaines maintenant, on va te faire ça. Il me dit, papa, oui, je vais faire ça, parce que si je fais ça, maman, il ne va quand même pas faire des enfants. Un enfant de 4 ans qui vous dit ça interpelle. Pour donner les formations sur l'éducation pour les enfants, là, on a 3 lieux. Nous avons l'école, les religions et la maison. La maison, ça concerne les parents, les amis, les oncles et autres. Maintenant, à l'église, il faut leur donner les enseignements, mais surtout là, il ne faut pas cacher la sexualité aux enfants. Selon la psychologue, quand l'enfant commence par découvrir son corps, les parents doivent parler aux enfants de ces modifications et tout ce que cela implique. Pour elle, cela permet d'éviter les dérives. S'il faut éduquer sexuellement cet adolescent qui entre en puberté, il faut commencer par lui parler de son corps. Parler plus tôt de la sexualité aux enfants permettra à ces enfants-là d'être plus aguerris à faire face aux changements qu'ils rencontrent dans leur morphologie, dans leur anatomie. Quant au sociologue Didas Tossou, il précise que l'éducation sexuelle n'est pas un sujet tabou, mais les parents ont du mal à aborder le sujet avec les adolescents. Ce n'est plus un tabou parce que les organisations de la société civile ont déjà fait beaucoup de choses. Donc les ONG, les associations de développement et les projets et programmes ont déjà pris la relève de l'État et on parle régulièrement lors de leurs activités sur le terrain de sensibilisation pour montrer un peu ce que c'est que l'éducation sexuelle. Lorsque nous parlons d'éducation sexuelle, il y a quelque chose que sociologiquement on ne voit pas. Et bon, quand les gens viennent sur vos chaînes, ils disent qu'il faut l'éducation sexuelle, il faut l'éducation sexuelle. En fait, qui est-ce qui éduque sexuellement? Ce n'est pas le père géniteur ou la mère génitrice véritablement. C'est un autre qui en parle et qui est plus sûr. Quand il trouve un autre visage, il dit « Ma fille, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Si tu es dans telle condition génétique, biologique, il faut faire ci, il faut faire ça. » Si c'est un homme, il prend le jeune, il dit « Il faut faire ci, il faut faire ça. » Mais très peu de parents directs appellent leur fille, appellent leur garçon pour dire « Mon garçon, si tu vas dans la ville, et si tu trouves une fille, c'est ce qu'il faut faire. Si tu trouves un homme qui te parle, c'est ce qu'il faut faire. » Et vice-versa. C'est très difficile. On en parle seulement, mais ce n'est pas le parent direct qui le dit. C'est peut-être un oncle qui parle à sa fille ou une tante qui parle à sa nièce ou encore vice-versa. C'est peut-être un éducateur qui appelle la fille pour dire « Tu fais ci, tu fais ça, on ne fait pas ça, on ne fait pas ci. » Quand tu vas te retrouver devant telle situation, voilà comment se comporter. Il est donc important que les parents éduquent les adolescents à la sexualité, car s'ils ne le font pas, la rue et les réseaux sociaux le feront à leur place. À présent, nous parlerons de l'avortement clandestin, l'une des conséquences du manque d'éducation sexuelle ou d'une mauvaise éducation sexuelle. Près de 200 femmes meurent chaque année au Bénin des suites de complications dues aux avortements non sécurisés selon le gouvernement. Malgré les différents tests adoptés, l'avortement clandestin est toujours pratiqué, surtout par les jeunes filles. Dans le magazine qui va suivre, Perfect Boy et Paul Esther Saoussi
donne des détails sur les causes et conséquences de cette pratique. L'avortement clandestin prend de plus en plus d'ampleur dans nos sociétés africaines et au Bénin en particulier. Plusieurs facteurs expliquent cette pratique chez les jeunes, dont le manque de communication entre parents et enfants. Cette situation, les jeunes filles, ça dépend peut-être de leurs parents. D'abord, premièrement, par l'éducation à la base. Si les parents sont trop durs avec les filles, ou bien sont trop tendres aussi avec les filles, ça peut les pousser à faire ces genres d'avortements clandestins sans rien dire à leurs parents, c'est-à-dire de façon cachée. Une fille mineure surtout, qui tombe enceinte, il y a les parents, les préjugés, qu'est-ce qu'elle est allée faire quoi là-bas, qu'est-ce qui l'a poussé, les parents ne l'écoutent pas, les parents ne l'ont pas bien éduqué, il y a tout cela. Donc, selon moi, ce qui pousse les jeunes filles de nos jours à faire un avortement clandestin, c'est la peur. Par rapport d'abord à la sexualité, premièrement, de discuter souvent avec les enfants que aujourd'hui la sexualité n'est plus un sujet tabou. Donc c'était dans les anciens temps qu'on cache ce qui s'agit de la sexualité, on les cache. Mais aujourd'hui, je pense que la sexualité, c'est-à-dire même sur les réseaux sociaux, quand tu montes sur les réseaux, tu vois, il y a plein de trucs qui ont rapport avec le sexe, qui ont tendance à gâter les enfants. Une fille qui est tombée enceinte, elle aura besoin de soutien, surtout de sa mère. Mais si la maman commence à crier, elle ne saura pas qui voir. Elle ira voir les amis. Et les amis vont lui conseiller d'avorter. Et ça peut entraîner autre chose. Pour Dr Félicien Edou, nombreuses sont les raisons qui expliquent ce phénomène. Je dirais que d'abord, c'est parti d'un problème d'éducation à la base. Parce que l'éducation sexuelle dans nos contextes socio-culturels n'est pas du tout facile. Parce que déjà, c'est tabou, c'est un sujet tabou qui ne s'aborde pas à la maison. Donc les parents ne participent pas du tout à l'éducation sexuelle de les jeunes filles ou des jeunes garçons qui participent, parce qu'une grossesse, c'est toujours un homme et une femme. Alors, si on veut éduquer, si on veut réussir, c'est que ça soit l'éducation de l'homme et l'éducation de la femme. Mais aujourd'hui, les parents abandonnés ne font pas, je vais dire, parce que dans nos contextes, c'est un sujet qu'on n'aborde pas, c'est un sujet très tabou, ce qui fait que les jeunes adolescents se lèvent, ils appellent dans les rues sa sexualité et ils en pratiquent comme ils veulent. Et les éducations sont variables selon le type d'avortement adopté. Alors, il y a des pratiques malsaines, comme le fait de se faire avorter par des tiges métalliques ou des bois que les jeunes filles enfoncent dans le vagin, pour pouvoir tuer les bébés qui se forment là, dans le but pour le faire descendre. Ces genre de pratiques, par exemple, lorsque c'est pratiqué, forcément la jeune fille en traumatise l'utérus et traverse l'utérus et rentre dans l'utérus même. Ensuite, maintenant, tue l'enfant, mais pas mégarde, le bois traverse également l'utérus et rentre dans l'abdomen. Là, vous voyez, les intestins, le gros intestin, l'estomac, vont passer par cet orifice et descendre dans l'utérus. Et là, et descendre au niveau du vaginal. Les parents sont par ailleurs conscients des responsabilités qui doivent être les leurs dans l'éradication de cette pratique. L'avortement clandestin, je vais dire que c'est une question de dialogue dans le foyer qui a manqué. S'il y a le dialogue dans le foyer, je pense que cela ne se produirait pas, parce que ça revient aux parents d'éduquer les enfants dans ce sens. Et si elle avait le temps de discuter de ceci avec ses parents, je suis sûr et certain qu'elle aura au moins un petit point à soulever à sa maman. Le dialogue entre parents et enfants. Et notre société aussi doit protéger les jeunes filles. Notre société est devenue une société permissive. On veut copier tout ce qui se passe à l'Occident. Et de cette façon-là, nous s'exposons ou bien entreprendre des activités sexuelles non protégées. Il peut subvenir des grossesses. Donc, il faut prendre les mesures. Que c'est un acte qui n'est pas bon. Ça peut conduire à la perte de vie. Et ça conduit souvent à la perte de vie humaine. Je leur demanderai humblement de poser le problème, même s'ils ne pouvaient pas le faire avec leurs parents, de poser le problème à un proche de leurs parents. C'est sûr qu'ils vont les aider. Et je leur demanderai de ne pas... Je ne vais pas demander de ne pas se rapprocher du sexe. Parce que même si tu le dis, c'est que tu n'as pas de raison de le leur dire. Parce qu'une fois goûté au sexe, je ne pense pas qu'il n'y ait pas question d'aller goûter. Mais chose qu'on doit leur dire est que éviter d'aller faire l'avortement clandestin. Ça peut vous coûter la vie. Pour le sociologue Barthélemy Babalaou, l'absence du contrôle des parents
est la base de cette pratique. Des parents qui reçoivent vraiment de plus en plus de coups, donc si bien que les parents n'arrivent plus à contrôler de la manière dont il fallait contrôler ces filles. Comme je le disais en début d'édition, l'extension des cils, une pratique entrant dans le maquillage chez la femme, lui permet de valoriser sa beauté, un outil aujourd'hui dont les femmes raffolent. Au-delà de ces avantages, quels sont les risques qu'encourent celles qui s'y adonnent? Élément de réponse dans ce reportage de Sherifa Dansou et Bonaventure Aloy. Les yeux de biche, le regard allongé, un visage attirant sont entre autres les raisons qui poussent les femmes au port des faux cils. Celles rencontrées, habituées à cette pratique, se confient. Je l'ai porté parce que je veux faire une pose de photo qu'on appelle shooting. C'est pour cela que je l'ai placé, pour donner un éclat à la photo. Quand tu fais make-up et tu ne portes pas les faux cils, ça ne sort pas ce que tu as fait. En fait, j'ai fait ça parce que quand tu fais le maquillage, si tu ne fais pas ça, ça ne sort pas la clarté du maquillage. Si on fait les faux cils, c'est pour montrer la clarté du maquillage au fait. Parce que sans les faux cils, on ne remarque pas vraiment ce que tu as fait. C'est comme si tu n'as rien fait. Latifatou Ojuade est esthéticienne. Chaque jour, elle reçoit dans son atelier des femmes de tous âges qui s'adonnent à cette pratique. Les faux cils servent à ressortir le maquillage, genre la beauté. Sinon, les maquillages sans faux cils, c'est joli, mais ça ne sort pas trop. Ça ne donne pas la beauté exacte, même ça ne donne pas. Surtout si la personne n'a pas des cils naturels, on ne sent pas. C'est les faux cils qui démontrent le maquillage. Pour des sorties, ça dépend des sorties, des invitations de classe, des événements, par exemple la dot, les mariages, ou bien des cérémonies. Genre si toi-même tu veux faire la cérémonie, je ne dirais pas obligé, mais je peux encore dire ça. Là, tout est posé. Mais si tu ne mets pas ça, c'est simple. Vous voyez, il y a d'autres qui aiment des faux cils longs, ça dépend de la taille. Et des faux cils courts, ça dépend. Se rendre belle, pour ces femmes habituées au port des faux cils, a un prix à payer. Outre l'aspect financier, cette pratique n'est pas sans conséquences, ajoute Félicien Edou, médecin généraliste. Lorsqu'on décide d'augmenter la taille de ces cils, c'est-à-dire on va dépasser les 1/3 de la longueur de l'œil, au lieu que cela soit une barrière de protection contre l'entrée de l'air, ça devient une véritable éventail d'air. À chaque clignement des yeux, vous envoyez, au contraire, normalement ça devait être diminué, mais vous envoyez un peu plus de double et triple de l'air qui devait rentrer au niveau de la surface, simplement parce que vous avez augmenté la quantité de vos cils exposés désormais. Ça, c'est lié pratiquement à l'œil, maintenant lié à la peau sur laquelle on dépose les fossiles. Vous devez savoir que les fossiles ne se posent pas sans les cols. Il faut coller ça avec quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui sont allergiques à ces cols composants. Vous risquez d'avoir des pathologies récurrentes au niveau de vos yeux lorsque vous y a donné des. Celles qui en portent de façon ponctuelle quelques heures et enlèvent n'est pas exposées aux complications de l'assèchement de l'œil, avec les conséquences avec conjonctivite, œil sec, avec les irritations qui l'accompagnent. C'est juste ponctuel, il a enlevé. Mais celle qui porte ça de façon régulière, celle-là qui va entraîner des complications plus tard. Les porter de façon ponctuelle et faire l'ablation, ça ne pose pas de problème. Mais que ce soit le port régulier ou le port spontané, les deux sont à même risque de développer les réactions cutanées dues au col, soit au col qu'on utilise ou dues même aux cils qu'on va déposer sur la surface de la peau. Il peut provoquer une réaction allergique. Les risques sont les mêmes à ce niveau. C'est juste peut-être les complications plus tard qui est un peu différent selon le temps que vous mettez pour la porter et le temps que vous l'enlevez. Consciente des risques qu'elles encourent, elles s'y accrochent tout de même. L'invite à une prise de conscience s'avère donc indispensable. C'était donc le journal des étudiants. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et à très vite.